Salut, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est une masterclass que j'ai enregistrée l'année dernière pour un de mes clients, David Véninck, qui m'a invité dans son programme Impact et Liberté. D'ailleurs, programme que je t'invite à aller voir si jamais tu es entrepreneur du web, infopreneur et que tu souhaites passer à la vitesse supérieure avec ton business. David est l'un des experts marketing francophones. Je te mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en description de cette vidéo. Et donc, en juillet dernier, il m'a invité pour que je puisse diffuser cette masterclass auprès des membres de son programme. Et donc, au cours de cette masterclass, j'ai délivré en fait de l'information assez générique sur le fonctionnement de Google, sur la comparaison entre Facebook Ads et YouTube Ads, et surtout, j'ai donné pas mal d'infos sur comment bien structurer ses campagnes, les différents types de ciblage. Alors tout ça, ça va être un peu redondant avec le tutoriel YouTube que j'ai d'ailleurs diffusé l'année dernière sur la chaîne. Je vais te mettre le lien vers cette vidéo en haut à droite, en vignette. Et sinon, il y aura une grosse partie aussi dans cette masterclass sur la création d'annonces publicitaires pour YouTube, donc de vidéos publicitaires. Donc si toi-même tu fais déjà de la publicité sur YouTube, ou si tu es comme moi consultant et que tu accompagnes des clients sur la publicité vidéo, je t'invite vraiment à ne pas rater cette partie puisque je vais aller dans le détail de la méthode que j'enseigne à mes clients et qui leur permet de créer des vidéos en plus grande quantité, beaucoup plus facilement et surtout des annonces qui sont au final beaucoup plus efficaces que celles qu'ils ont l'habitude de tourner. Allez, je t'en dis pas plus et je te laisse avec cette masterclass. Bon bah c'est parti, donc voilà, tu m'as bien introduit, on va parler de YouTube, YouTube Ads. En plus j'ai vu dans le formulaire que tu as fait remplir à tes clients qu'il y en a pour la plupart qui soit ne connaissent pas, soit pour eux ça leur fait un petit peu peur, etc. Donc le but ça va être vraiment d'essayer de démocratiser un petit peu la plateforme et de faire passer le message comme quoi c'est pas si compliqué que ça et il y a moyen de faire de belles choses aussi avec YouTube. Et puis comme tu l'as dit, ça peut être une source de trafic additionnelle qu'il faut pas négliger. Donc déjà, on va voir, parce que c'est vrai que la plupart, je pense, de tes clients font déjà de la pub sur Facebook, donc on va voir qu'est-ce qui diffère un petit peu entre les deux plateformes, comment fonctionne la Google, les différents types d'annonces, les différents ciblages. On va faire un gros focus sur la créa vidéo parce que c'est vraiment ce qui est le plus important dans la publicité YouTube. Et puis on va voir comment on peut segmenter les campagnes pour que ce soit simple à gérer et facile à mettre en place. Les questions-réponses, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si tu veux qu'on gère ça au fil de l'eau ou si chacun va noter les questions et puis me les poseront. C'est plus que, ouais, comment tu le sens? Est-ce que c'est OK pour toi que les gens posent des questions au fur et à mesure ou est-ce que tu préfères qu'on les garde pour la fin? C'est plus par rapport à toi, comment tu sens pour ton animation. Moi, je préfère les faire à la fin. OK, bah, dans ces cas-là, si on préfère d'abord défiler le programme, ce que je vous propose, c'est qu'à un moment donné, si vous avez à quel moment on a une question, c'est soit de la poser directement dans la zone de conversation, si vous voulez pas l'oublier, et comme ça, moi, je la garderai, puis on les reposera du coup à Benjamin à la fin, ou alors de la noter, puis on fera comme ça la session de questions-réponses tout à la fin. OK pour vous? Alors, déjà, YouTube par rapport à Facebook. Alors déjà, la grosse différence, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est aussi, alors c'est pas seulement une plateforme de vidéo, c'est un moteur de recherche. C'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde derrière Google. Donc ça veut dire que les gens, ils vont sur YouTube non seulement pour se divertir, mais aussi avec une intention en fait. Ils ont des problèmes parfois, ils veulent avoir des infos sur quelque chose. Donc ils passent aussi par YouTube. Donc c'est une plateforme où les gens passent plus de temps, où les gens vont non seulement se divertir, mais ils vont aussi chercher de l'info, ils vont répondre à leurs problèmes. Donc là, on a cette notion en fait d'intention, chose qu'on n'a pas en fait sur Facebook, où en fait sur Facebook, on va pouvoir juste cibler par rapport à des préférences, par rapport à des intérêts, alors que le gros avantage d'avoir YouTube et donc derrière la puissance de ciblage de Google, c'est que Google va savoir qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher en ce moment. Donc, il a aussi des infos sur vos préférences, ça, on va le voir un petit peu plus tard avec les ciblages. Et c'est vrai que c'est la grosse différence. Il y a aussi le temps de session. Alors, je ne connais pas la durée moyenne d'une session sur Facebook. Par contre, je sais que sur YouTube, les derniers chiffres que j'avais, c'était 40 minutes. Donc, c'est des longues sessions. Les gens ne sont pas trop interrompus. Généralement, on n'est pas comme sur Facebook où, par exemple, dans la file d'attente, par exemple, à la poste, on va aller sur Facebook Ouais. 2 minutes. Alors que sur YouTube, c'est vrai que c'est plus un temps long.
Et quand on y va, en fait, généralement, on sait qu'on a du temps devant soi. Et ça va aussi euh, euh, faire que généralement, le trafic qu'on peut obtenir via YouTube, c'est souvent un petit peu plus quali. Alors, ce n'est pas forcément moins cher dans le sens où les leads ne sont pas forcément moins chers, et c'est même un peu l'inverse. Parce que généralement, c'est vrai que sur Facebook, en plus, on a un niveau de dopamine qui est un peu plus élevé. On a des notifs partout, on voit des photos, on a des interactions qui sont beaucoup plus présentes, ce qui fait que si on est interrompu avec une pub, on va peut-être vouloir y aller vite fait. S'il y a un formulaire d'inscription, on va s'inscrire vite fait, mais tout en étant, tu vois, dans un état dans un état d'esprit qui est peut-être un peu plus, tu vois, dans le, comment dire, avec un, il y a, tu sais, comment dire, cette façon qu'on a vraiment de switcher d'un poste à un autre fait que Ouais. des fois, on va aller convertir sur un site, sauf que 5 minutes après, on aura oublié. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs pendant le confinement, j'en ai fait beaucoup de la pub sur Facebook pour mon propre business, et c'est vrai qu'on rendait compte que les gens s'inscrivaient à ma liste email, ils recevaient un mail parfois quelques heures plus tard, et ils se désinscrivaient parce qu'en fait, ils avaient complètement oublié en fait, ce qu'ils avaient fait sur le site avant. Alors que sur YouTube, on a des gens, en fait, et il y a aussi le fait que l'annonce, elle est diffusée avec le son. Tout de suite, ça veut dire que les gens, ils sont sur YouTube et ils ont le son en fait, qui est activé. Alors, sur Facebook, généralement, je pense que c'est ce que tu recommandes, il vaut mieux mettre des sous-titres. Yes. Ça aussi participe au fait que tu arrives à transmettre un peu plus de choses. Les gens sont souvent plus concentrés quand ils voient ta pub et donc généralement, ils vont s'inscrire, mais ils vont plus se souvenir. Donc, c'est pour ça que c'est souvent un trafic un peu plus quali que celui qu'on peut obtenir sur Facebook. Il y a le modèle de facturation aussi, où là, en fait, on va vous facturer vraiment une vue qui est une vraie vue. Pourquoi? Parce que c'est le gros avantage aussi de YouTube, c'est un modèle de facturation à la vue. Donc, et une vue, YouTube, c'est soit quelqu'un qui va regarder plus de 30 secondes votre vidéo de pub, soit quelqu'un qui va cliquer dessus. Si la personne elle reste 25 secondes sur votre vidéo et qu'elle ne fait rien, ou qu'elle appuie sur le bouton en fait, skip, donc pour aller voir la vidéo que la personne voulait voir au départ, là, vous ne serez pas facturé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir de la visibilité gratuite grâce à YouTube. Et ça, c'est super Ça, intéressant. c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis là. Et moi, tu sais, toi d'ailleurs qui m'a expliqué ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. C'est véridiquement la possibilité en fait d'avoir de la visibilité effectivement gratuitement en fait. C'est-à-dire que tant que la personne elle ne dépasse pas les 30 secondes de vidéo, c'est-à-dire qu'on peut diffuser 30 secondes de vidéo sans que ça ne nous coûte rien. Et ça, c'est aussi un effet, je trouve, collatéral vachement positif de la publicité sur YouTube en fait, parce que ça peut créer de la visibilité. On ne paye que si la personne dépasse les 30 secondes ou clique sur le lien. Et dans les deux cas, ça veut dire qu'elle a créé un minimum d'engagement avec nous, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Ouais. Ensuite, il y a la barrière à l'entrée. Donc, la barrière à l'entrée, forcément, tu vois, tous tes clients, pour la plupart, ne font pas de pub sur YouTube parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont l'impression que c'est plus compliqué. Il y a des vidéos, il n'y a que le format vidéo, donc il faut avoir les ressources, le temps de tourner des vidéos. Et donc, il y a moins de concurrence forcément, parce que si la plupart des gens se disent ça, ils vont aller plus facilement sur Facebook et moins sur YouTube. Et comme c'est le même fonctionnement, hein, tu as un inventaire publicitaire et tu as des annonceurs qui veulent apparaître. Donc, plus il y a de concurrence, plus les Mm. places sont chères et plus les prix grimpent. Et donc, c'est pour ça que sur YouTube, on est encore en fait dans une période où les coûts sont faibles. Il y a 4 fois moins, il faut se rendre compte, il y a 4 fois moins d'argent investi sur YouTube par trimestre en ce moment par rapport à Facebook. Et en même temps, alors je ne sais pas moi, la vision que j'ai aussi, c'est que Facebook, le nombre d'emplacements est par définition limité. Et j'aurais même envie de dire que le nombre d'emplacements publicitaires diminue. Parce que s'il y a moins de gens qui utilisent Facebook, ça veut dire qu'il y a moins d'emplacements publicitaires quelque part. Le nombre d'emplacements sur Facebook, il n'est pas illimité. Alors que sur YouTube, j'ai plutôt tendance à me dire que le nombre d'emplacements grandit. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui sont ajoutées chaque jour, donc il y a des nouveaux emplacements disponibles chaque jour. Et vu qu'il y a des nouvelles vidéos, il y a également des nouveaux champs de recherche. Et ça donne également une grande potentiel de développement en fait pour l'avenir. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le feed Facebook il est très limité par rapport à l'inventaire YouTube, au final, qui est limité quasiment. Donc, Yes. et ça, c'est vrai qu'il faut en profiter, et en ce moment d'ailleurs, parce que comme on le voit, ça a tendance à se démocratiser. Donc, c'est une tendance qui va plutôt à l'inverse maintenant. Forcément, il y a de plus en plus de gens quand même qui arrivent sur YouTube, et donc les coûts vont augmenter au fur et à mesure. Et ça a été le cas aussi sur Facebook, donc ça, c'est tout à fait normal. YouTube qui est moins
stricte, pardon, avec les annonceurs. Hein. Voilà, on le voit, il y a beaucoup de comptes Facebook qui sont un peu comme le tien, hein. Soit qui sont désactivés, voilà, sans raison, on ne sait pas pourquoi. Alors que sur YouTube, faut vraiment faut vraiment y aller, hein, pour se faire désactiver un compte, même quand on a des annonces qui sont refusées. D'ailleurs, ça a été le cas avec toi, ça n'a pas d'influence. Vraiment, voilà, il faut vraiment le faire de manière assez répétitive pour, pour pour se voir sanctionner. Donc, c'est vraiment un avantage. Et c'est pour ça que c'est bien et c'était la conclusion aussi de ce slide, c'est d'être présent sur les deux plateformes. C'est vraiment un avantage parce que c'est comme un investissement, il ne faut pas mettre tous ces placements au même endroit. Et pour le trafic, c'est pareil, hein, les sources de trafic, plus il y en a, mieux c'est. Par Et je contre, pense, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, et commencer par Facebook, c'est plus simple pour démarrer, je pense, parce que la barrière à l'entrée elle est beaucoup plus faible. Et quand on commence effectivement, quand on a un petit peu d'expérience sur Facebook, on sait qu'il y a des messages qui fonctionnent plus ou moins que d'autres, qu'on peut identifier, on va dire, des angles d'approche qui commencent à fonctionner. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, on a la possibilité d'évoluer encore plus facilement vers YouTube, en fait. ouais, exact. Bah oui, parce qu'on sait ce qui marche, on a les accroches, on sait les messages qui résonnent avec notre audience. Et ça, il y a moyen après de répliquer. Et on va le voir plus tard avec la créa, pour avoir après des résultats assez similaires. Par contre, le gros avantage qu'on a avec Facebook, c'est que on peut tester les créas. Et quand je parle de créa, en fait, c'est les publicités. Donc, on peut tester ses pubs beaucoup plus facilement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui se lancent d'abord sur Facebook parce qu'on peut faire que du texte, on peut faire texte plus image. Et puis, on peut comme ça arriver facilement à tester, à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors, sur YouTube, si on met une vidéo et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à penser? On va avoir tendance à penser que ça ne fonctionne pas, on n'irait pas chercher plus loin. Alors qu'au contraire, il y a des moyens, on va le voir après, de pouvoir créer beaucoup d'annonces facilement et de pouvoir tester facilement aussi ces créas sur YouTube. Alors, comment fonctionne YouTube Ads? Alors, je l'ai dit, en fait, et ça, il faut le comprendre aussi, c'est que YouTube Ads, c'est un levier de la régie Google Ads. Donc, beaucoup de gens pensent que Google Ads et YouTube Ads, c'est deux choses qui sont séparées. Alors, c'est vrai que c'est deux leviers différents. C'est vrai que beaucoup de gens associent Google Ads aux publicités sur le moteur de recherche, hein, ce qu'on voit en haut à gauche. Alors, c'est beaucoup plus que ça, hein. Donc, il y a les publicités, bien sûr, quand vous faites une recherche sur Google. Il y a aussi les résultats shopping pour ceux qui font du e-commerce. Il y a aussi le display. Donc là, c'est les bannières publicitaires que vous voyez sur certains gros médias. Enfin, pas que les gros médias, hein, c'est 98% de l'Internet, en fait, qui peut être atteint grâce au display. Donc, c'est aussi un gros levier de trafic. Toi, je sais, avec toi aussi, on en a fait, hein, en remarketing. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on se lance sur YouTube, il faut se dire qu'il y a aussi tous les autres leviers derrière qu'on peut exploiter. Par exemple, on peut très bien se dire, par exemple, je vais mettre quelques annonces sur le moteur de recherche quand c'est valable, hein. Par exemple, si vous êtes dans une thématique où vraiment les gens vont aller chercher les réponses à leurs problèmes aussi sur Google, on peut faire les deux. On peut dire, moi, je vais afficher une annonce sur le moteur de recherche uniquement si la personne a vu d'abord une de mes vidéos. Alors, on peut faire aussi comme ça du remarketing entre les leviers. Et ça, c'est super intéressant. On peut faire aussi du remarketing display pour les gens qui ont vu. Alors, non, ça, c'est plus possible maintenant, mais des gens qui ont vu, par exemple, ta landing page, hein, la page d'inscription à ton webinaire, mais qui n'ont pas converti, on va les recibler derrière avec du display parce que ça se gère, encore une fois, depuis la même plateforme. Voilà, donc là, j'ai mis juste pour vous montrer, alors c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous montrer en gros qu'il y a même des clients. Là, j'ai pris c'est une copie d'écran d'un compte client. On voit en haut à gauche, hein, pour que ce soit vraiment concret, on a les 4 leviers, on a le réseau de recherche, on a le display et toutes les campagnes vraiment se gèrent au même endroit. On peut allouer le budget d'un réseau à un autre, on peut faire du remarketing, je l'ai dit, entre les différents leviers et ça, c'est super intéressant. Ensuite, alors ça, c'est valable aussi sur Facebook. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire, si tu veux avoir des bons résultats, il faut en fait comprendre ce que veut la plateforme. Après, c'est vrai que quand on est sur YouTube ou sur Facebook, c'est un peu les mêmes objectifs. En fait, ce que veulent les plateformes, c'est que les gens interagissent avec vos pubs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la base, il faut que vous créiez des annonces qui suscitent de l'engagement. Donc, si vous faites de la notoriété, et on verra après avec les types d'annonces, il faut inciter les gens à cliquer sur vos miniatures.
le plus possible. Si vous faites de la publicité pour générer par exemple des inscriptions sur vos webinaires, il ne faut pas vendre, enfin il ne faut pas survendre en fait ce qu'il y a sur votre landing page dans la publicité. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de susciter un maximum de curiosité, vendre un clic, puisque vraiment le produit qu'il y a derrière, vendre le clic, parce que plus votre annonce elle va être cliquée, plus Google en gros va vous apprécier, et donc plus votre coût par clic au final va réduire. Et donc forcément, si vous avez un clic qui coûte de moins en moins cher, au bout du compte, vous aurez un lead qui va coûter également moins cher à arriver. Donc ça, c'est super important aussi à comprendre comment fonctionnent les algos. Et c'est un peu pareil sur le réseau de recherche. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est à celui qui sera prêt à mettre le plus cher sur chaque clic, alors que ce n'est pas vrai du tout. Google préfère moins se rémunérer, mais plus fréquemment. Forcément, donc il préfère que les gens cliquent sur les pubs, et il veut monétiser la plateforme, et donc il ira toujours vers les annonces, vers les annonceurs qui créent de l'engagement, qui créent du clic. Donc ça, c'est super important à comprendre. Je pense que sur Facebook, c'est pareil. Donc ça fait longtemps, moi, si j'en ai fait un peu pendant le confinement, mais je me renseigne moins comme ça sur les changements d'algo, mais je sais que sur Facebook, en tout cas, c'est un peu pareil, c'est plus t'as d'engagement. Yes. Oui, parce qu'en fait, la plateforme, les deux plateformes veulent aussi la même chose, c'est que les gens restent le plus longtemps possible chez eux. Et donc, pour faire en sorte qu'un visiteur YouTube reste le plus longtemps sur YouTube, il faut qu'il engage avec les vidéos, il faut qu'il les regarde longtemps, il faut qu'il interagisse, comme sur Facebook. Ceux qui like, qui partagent, c'est des signes d'interaction et donc d'engagement sur la plateforme. Et donc, ça donne une notation meilleure finalement pour l'annonceur qui obtient finalement de la visibilité plus facilement et moins cher. Ouais, c'est pareil pour du naturel. Hein. Si vous avez une chaîne, là, le but, c'est pas toujours de renvoyer des gens vers votre site parce que ça, Google, il n'aime pas. Il veut que les gens restent sur la plateforme. Donc, si vous avez une chaîne avec des vidéos comme ça que vous voulez rendre visibles, faut faire en sorte que la personne elle reste scotchée à vos vidéos parce que plus longtemps elle va rester, plus ça va être un signal positif envoyé à Google et donc plus il aura tendance à mieux référencer vos vidéos. Bon, après, ça on sort un peu du thème parce qu'on est plus vraiment sur le référencement naturel de vidéos, mais en fait la base c'est ça, il faut comprendre en fait ce que veulent les algorithmes pour toujours aller dans leur sens. Les types d'annonces maintenant sur YouTube, alors vous les connaissez sans doute si vous allez sur la plateforme. J'en ai mis que deux, il y en a plus que ça, mais les autres sont moins utilisés. Ça, c'est vraiment les deux formats qui sont les plus utilisés. Donc il y a le TrueView InStream. Donc InStream, c'est l'annonce de gauche avec le petit bouton skipper qui apparaît au bout de 5 secondes. Enfin, on peut skipper une fois que l'annonce a passé la marque des 5 secondes. Donc c'est pour ça, on va le voir après, que l'accroche, c'est super important parce que pendant les 5 premières secondes, l'internaute, il est obligé de voir une vidéo. Il ne peut pas aller contre. Et donc, en gros, le but, ça va être de l'empêcher, de faire en sorte qu'il ne clique pas sur ce bouton skipper. Donc ces annonces-là, elles sont top. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, quand l'internaute ne skip pas, on a 30 secondes en fait, pour avoir de la visibilité gratuite. Et ça marche bien généralement pour faire de l'acquisition. Donc typiquement, si vous avez un webinaire, c'est ce type d'annonce-là généralement qui fonctionne le mieux. Parce qu'on peut aussi y mettre en bas, là, on ne le voit pas, mais il y a des petits boutons, il y a des CTA, il y a des call to action avec un bouton qui peut renvoyer vers votre site. On le voit en haut, là on est vraiment sur une version PC. Il y a une bannière aussi qui va s'afficher en haut à droite avec un bouton en bleu qui va renvoyer vers la page d'atterrissage qu'on aura choisi. À droite, c'est du discovery. Donc là, c'est des petites vignettes qui vont s'afficher soit dans les vidéos suggérées, soit dans les résultats de recherche si vous faites une recherche sur YouTube. Donc là, c'est vraiment bien parce qu'on peut aussi utiliser la pub YouTube pour développer sa chaîne. Ça, on en parle moins. J'ai des clients avec qui je fais ça aussi un petit peu. C'est-à-dire que là, on va prendre des vidéos qu'on a sur sa chaîne, qu'on diffuse en public. Et là, l'intérêt, ça peut être de prendre par exemple ses meilleures vidéos, celles qui ont suscité le plus d'engagement. On va mettre un petit budget dessus et on va choisir de la diffuser auprès de certaines audiences pour générer plus de trafic sur sa chaîne, plus d'abonnés. C'est ce qu'on appelle les actions acquises. Donc l'action acquise, c'est quoi? Ça va être par exemple un abonné qui va s'abonner à votre chaîne après avoir vu une de vos publicités. Donc quelqu'un qui va liker une vidéo sur votre chaîne après vous avoir connu via une publicité. Donc ça, c'est le format idéal pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle le discovery. Différents ciblages.
Alors d'abord, on a les audiences. Alors les audiences, en fait, c'est comme sur Facebook, on va vraiment s'intéresser aux caractéristiques et aux préférences de l'individu. Là, on ne parle pas du tout de la vidéo, enfin, du contenu que l'internaute regarde. C'est vraiment ses caractéristiques propres. Donc dans les audiences, bien sûr, il y a les audiences de remarketing, où là, le gros avantage aussi avec la publicité, c'est si vous avez une chaîne active, si vous avez déjà des abonnés, si vous avez déjà des vues de vidéos, eh ben, vous allez pouvoir les recibler en publicité. Donc, reciblage d'abonnés, les gens qui ont vu quelques-unes de vos vidéos, les gens qui ont interagi avec vos vidéos, qui les ont likées. Voilà, on peut tout faire. Ça, c'est super intéressant et généralement, forcément, c'est le trafic qui est le plus qualifié et sur lequel on a les meilleurs résultats. Ensuite, il y a les audiences d'affinité. Donc là, les audiences d'affinité, ça va être plus des audiences long terme. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis fan de course à pied. Google, il doit le savoir. Pourquoi? Parce que je vais souvent voir des vidéos qui sont liées. Je vais sur des sites, etc., qui sont dans cette thématique-là. Et je le fais depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc, Google va me catégoriser dans une audience d'affinité pour la course à pied. Si demain, je me mets à aller beaucoup plus sur des vidéos qui parlent de voitures, sur des comparatifs, par exemple, et que je le fais depuis un temps, alors que je ne le faisais pas avant, là, je vais être tagué, enfin, je vais être mis dans une audience qu'on appelle sur le marché. C'est ce que j'ai mis tout en bas. Donc là, c'est des audiences qui sont super intéressantes car très court-termistes. Et en fait, Google arrive à savoir si vous êtes dans l'optique d'acheter, par exemple, un téléphone, une voiture, un logiciel. Voilà. Il y a plein d'audiences sur le marché qui sont prédéfinies. Et ça, c'est basé sur votre comportement vraiment sur... je crois que c'est sur les 7 derniers jours. Google communique peu là-dessus, mais c'est vraiment très court terme. Alors que les audiences d'affinité, c'est vraiment par rapport à votre comportement depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde. Enfin, c'est les audiences d'affinité qui sont beaucoup plus larges et donc un peu moins ciblées que les audiences sur le marché qui sont un peu plus réduites, mais beaucoup plus qualifiées généralement. Pour ces deux-là, pour les audiences d'affinité et les audiences sur le marché, il y a la possibilité de les créer vous-même. Par exemple, si Google n'a pas créé une audience qui correspond à ce que vous vendez, vous pouvez très bien en faire une où, par exemple, dans l'audience sur le marché, vous allez renseigner tous les mots-clés que peuvent potentiellement rechercher vos prospects sur Google. Par exemple, pour toi, David, j'en ai fait une avec tous les mots-clés liés au logiciel de webinaire, comme EverWebinaire, WebinarJam, etc. Et donc, Google va aller chercher, en gros, tous les gens qui, ces derniers jours, ont eu un intérêt pour ces logiciels-là. Alors, pas forcément qui ont tapé ces mots-clés-là sur Google. Je pense que ça fait partie de ça, aussi par rapport vraiment à leur comportement de recherche, leur comportement aussi de navigation sur YouTube et sur les autres propriétés Google, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as Google Maps, tu as tellement de trucs, la galaxie Google est tellement large que vraiment, ils ont plein de signaux qui arrivent de tous les côtés, quoi. Et ils peuvent aussi savoir, donc ça, c'est les événements de la vie, ça peut être aussi super puissant selon votre thématique. Google sait si vous allez vous marier dans pas longtemps, si vous êtes tout juste diplômé, si vous êtes en train de rechercher un boulot. Il y a aussi par rapport au déménagement, il y en a quelques-uns comme ça. Je ne sais pas tous en tête, mais il y a la possibilité d'avoir la liste quand vous êtes dans l'interface Google Ads. Donc ça, c'était par rapport vraiment au comportement de l'individu. Ensuite, il y a les ciblages par rapport au contenu. Donc ça va être un ciblage par mots-clés, où là, par exemple, Google, si vous mettez les mots-clés qui correspondent à ce que vous faites, Google va aller chercher par rapport aux gens qui ont, par exemple, vu des vidéos avec ces mots-clés-là, qui contenaient ces mots-clés-là, dans la description, par exemple, dans le titre de la vidéo. Des gens qui ont tapé ça aussi sur YouTube. Voilà, donc tous les contenus liés à vos mots-clés ou qui ont consulté des pages web en relation avec vos mots-clés, Google va aller les cibler. Après, il y a des grands thèmes que Google a identifiés. Où là, pareil, ça va être vraiment tous les contenus qui parlent de ce thème-là, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes de Google. Et les emplacements, ça peut être aussi hyper puissant. Si vous êtes sur une thématique où il y a beaucoup de vidéos, où il y a beaucoup de chaînes assez populaires, vous pouvez cibler vraiment des vidéos précises. Ça veut dire que vous pouvez aller afficher vos publicités sur les vidéos de vos concurrents. Ça, c'est super intéressant parce que si votre concurrent il a activé la monétisation de sa chaîne, vous allez pouvoir aller afficher vos publicités sur sa chaîne à lui. Donc ça, c'est hyper puissant. Ce qu'il y a d'un peu chronophage, c'est qu'il faut mettre toutes les chaînes à la mano, mais il y a des logiciels qui permettent aussi d'aller un petit peu plus vite et de renseigner vraiment toutes les chaînes, toutes les vidéos de vos concurrents vraiment assez rapidement. Et ça, on peut avoir de très bons résultats. Forcément, on a un reach qui est un peu plus faible parce que
Même si on met 2000, 3000 vidéos, ça reste quand même assez limité. Mais quand on a un petit budget, moi, généralement, je crée toujours une campagne d'emplacement parce que là, généralement, bon résultat. Ensuite, donc là, il y a donc je vous ai fait un petit schéma avec une pyramide inversée. Donc, plus on va vers le haut, généralement, plus les audiences sont larges, mais moins elles sont ciblées, moins elles sont qualifiées. Donc forcément, on part du bas, on part du remarketing, puis on augmente comme ça vers le haut pour arriver sur les audiences qui sont généralement les plus larges, mais les moins qualifiées. Donc forcément, quand on a un petit budget, généralement, on démarre vers le bas et on remonte pour étendre en fait son audience et sa diffusion. Et on peut rajouter sur ces audiences-là, il y a des filtres démographiques. Il y a un filtre d'âge. Donc là, vous pouvez mettre, si vous avez identifié vraiment un critère d'âge, enfin si vous savez que vos clients, ils ont toujours entre 25 et 45 ans, il y a la possibilité aussi de restreindre et de filtrer sa diffusion par rapport à la démographie, homme-femme aussi, et statut parental. Donc Google arrive à il n'arrive pas toujours à le faire, mais il essaie de deviner si vous êtes parent ou sans enfant. Après, là, c'est pas forcément hyper fiable, mais ça marche généralement quand même mieux. Maintenant, l'annonce vidéo. Alors, on va y passer un peu de temps parce que c'est ce que j'ai mis là. C'est impossible de faire fonctionner une campagne YouTube si la créa mauvaise. Même avec les meilleures campagnes, la meilleure structuration de campagne, ça ne fonctionnera pas. Un compte, des campagnes et des mauvais ciblages, avec une bonne annonce, ça peut fonctionner. À l'inverse. Donc, c'est vraiment sur la créa vidéo qu'il faut se focaliser quand on fait de la publicité sur YouTube. Voilà, moi, je sais, j'ai vu des résultats qui peuvent aller du simple à x10 juste en changeant une vidéo sur une campagne. C'est impressionnant et c'est normal parce que c'est la seule interaction que vous avez avec l'internaute. Encore sur Facebook aussi, c'est un avantage pour Facebook que je n'ai pas cité au début, c'est que vous avez les commentaires. Ça veut dire que même si vous avez parfois des publicités qui peuvent être un peu touchy, si vous avez derrière des clients qui commentent ou des personnes qui commencent à commenter vos pubs et à vous mettre en avant dans les commentaires, ça vous fait de la preuve sociale qui peut grandement vous avantager par rapport à une pub YouTube, ou même si vous utilisez, alors c'est pas recommandé du tout, prendre une vidéo que vous avez déjà sur votre chaîne et de la mettre en publicité en in-stream comme ça, là, les commentaires ne s'affichent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement la vidéo, enfin, c'est uniquement la vidéo qui fait le boulot. Donc, vous ne pouvez pas vous faire aider par des commentaires ou des interactions sur votre pub comme vous pouvez avoir sur Facebook. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le plus important. Le matériel, alors, on me demande souvent, c'est la grande question, est-ce qu'il faut une super production ou est-ce qu'avec mon smartphone et uniquement même le micro de mon smartphone en mode selfie, ça peut marcher? Alors, je ne sais pas si ça va marcher là, mais j'ai pris deux exemples de vidéos de Julien. C'est coach, thérapeute. Certains d'entre vous doivent connaître. Je ne sais pas si on entend le son. Bon, de toute façon, le son, ce n'est pas le plus important. Donc là, on voit, c'est une vidéo de Julien. Il a fait ça avec son smartphone. On voit, il n'y a pas une très bonne luminosité. On ne voit pas trop. Il y a même des vieux reflets là, sur l'écran. Voilà. Bon, je vais pas toute la passer, mais là, on voit, il y a 118 000 vues. Je vais mettre celle que j'ai mise à côté, qui était pour exactement la même offre. Voilà, donc on voit déjà la différence en termes de production. Je pense que ça sent au niveau de la qualité. Donc sur la première, on était vraiment avec son smartphone seul. Là, il avait pris une vidéaste, il y avait un bon micro, un bon son, une belle image. Mais on voit qu'il n'y a que 700 vues. Pourquoi? Parce que l'annonce a beaucoup moins bien marché, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment pour mettre en avant le fait que on a beau avoir peut-être un super décor, une super image, un son qui est peut-être un petit peu mieux. Alors le son, c'est super important, ça, je ne dis pas le contraire. Et c'est même pour moi le plus important, c'est le son et le contenu de la vidéo, ce que vous allez dire. Parce que la production derrière, même si on est dans une villa de rêve, même si on est une super qualité d'image, ça ne fait pas tout. Voilà. Là, vraiment, c'était pour montrer par l'exemple que, alors certes, c'est important, je veux dire, le même contenu de vidéo avec la production de la deuxième, ça aurait peut-être mieux marché. Mais là, en l'occurrence, c'est celle-là qui a... Et ce n'était pas la première qui m'a envoyé d'ailleurs. Enfin, ce n'était pas la seule qui m'a envoyé de toutes celles qu'il avait fait faire vraiment par une vidéaste. Et il n'y en a quasiment aucune qui a battu celle qui était en place depuis le début, qui était celle de gauche. Donc voilà, donc le matériel, pas besoin d'en faire des tonnes. On peut prendre son smartphone,
C'est bien aussi parfois de le mettre sur un trépied pour pas trop que ça bouge, parce que des fois, vraiment en selfie, ou vraiment avoir une bonne perche à selfie pour pas qu'il y ait pas trop de mouvement de caméra, et puis un micro, et puis ça fait le job. Hein. Ça fait le job. Donc le script, alors ce qui est le plus important, c'est, et je ne vais peut-être pas les lancer celle-là, parce que ça devient... Vraiment, donc, ce qui va compter dans votre vidéo, c'est l'accroche. C'est ce que vous allez dire dans les 5, 10, 15 premières secondes. C'est vraiment ça qui va permettre de déjà qualifier la personne à qui vous allez vous adresser. Donc vraiment, le mieux, c'est d'avoir souvent de commencer par une question, ça marche bien. Est-ce que tu es dans telle situation? Est-ce que tu as ce problème-là? Est-ce que ce genre de choses, ça marche bien. Ça peut vraiment permettre d'entrer en résonance rapidement avec vos prospects. Là, j'ai mis un exemple d'ailleurs de Nathalie qui est dans le programme. Yes. Je ne sais pas si elle l'est toujours. Mais pourquoi j'arrive pas à être heureuse avec ce que j'ai? Pourquoi je ne suis pas foutue de me contenter de ce que j'ai? Est-ce que ça t'arrive de te poser ces questions? Si la réponse est oui, je veux te dire. Voilà, donc là, ça a duré 10 secondes. On voit qu'il y avait pas mal d'énergie, elle a posé plusieurs questions. Donc celle-là, elle a très bien marché, c'est celle qui marche le mieux. On voit 1,60 € du lead. Ouais. Celle-là, on va voir. Donc là, c'est une accroche qui est un peu différente. S'il y a une chose que j'ai apprise en accompagnant des centaines de personnes à redonner du sens à leur vie, c'est qu'il est possible de donner du sens à sa vie, justement, quel que soit ton âge, tu es 30, 60 et même plus de 60. Et en plus, ce que j'ai appris aussi, c'est on va aller à la 25e seconde. Manque de sens aujourd'hui. Si la réponse est oui, tu vois, voilà, on a le petit. Si la réponse est oui, on voit la petite coupure. Donc vraiment, ce qui a changé sur ces deux vidéos, parce qu'après le reste de la vidéo, c'est exactement le même, c'est vraiment l'accroche. Et on voit, donc la première que j'ai montrée, on est à 1,60 € du lead. Sur celle-là, on est à 2 €. On est à 2,30 €. Alors certes, ça paraît pas énorme, mais quand on fait de la différence en pourcentage, on est quand même à plus 40% pour la deuxième. Ouais. Alors que c'est le même ciblage et il y a juste l'accroche. Donc les 10 premières secondes dans chaque vidéo qui est différente. Et puis là, je ne parle pas de 2-3 leads. Hein. On est au moins sur 200, 300 leads pour chaque vidéo. Donc ça veut dire qu'on a un volume de données suffisant pour pouvoir interpréter les résultats. Parce que des variations comme ça, si vous en avez, alors vous avez fait que 5-6 leads, c'est encore trop juste pour vraiment prendre des décisions. Là, on peut se dire, OK, c'est valable, on a du volume sur les deux vidéos, on a généré des clics, des leads sur les deux vidéos. On peut se dire que c'est pertinent. D'où l'intérêt vraiment, si vous ne devez travailler qu'une chose dans votre script, c'est l'accroche. Justement, tu vois, je mettrai sous la vidéo, parce qu'on va mettre ta masterclass dans la zone de l'espace membre du Cercle Impact et Liberté, et sous la vidéo, je mettrai justement la vidéo sur laquelle on a travaillé avec Nathalie, les différentes accroches là. Comme ça peut vous inspirer. Si vous demandez, OK, c'est cool, mais comment est-ce qu'on peut faire différentes accroches? En complément, vous pourrez aller voir la session de travail qu'on a fait avec Nathalie pour identifier les accroches. Cool. Bon, si c'est toi en plus qui les a travaillé avec elle, c'est encore mieux. Je suis content d'avoir fait cet exemple. Ouais, c'est parfait. En plus, la grosse difficulté aussi, et c'est ce que j'ai dit en intro, c'est que le plus compliqué avec YouTube, c'est d'avoir beaucoup de vidéos à tester. Donc, généralement, moi, mes clients, on en voit une, deux, et puis quand on se lance, on n'a pas envie d'en faire trop, on veut peut-être tester, donc on en fait une ou deux. On voit si ça marche ou pas, et puis on peut être vite découragé si ça ne marche pas. Alors que c'est juste parfois parce qu'on n'a pas trouvé la bonne combinaison, la bonne accroche, et que ça ne résonne pas avec les prospects. Donc, ce que j'ai, c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais ce que je recommande, et ce sur quoi on a commencé à travailler avec certains clients, dont toi, David, c'est une nouvelle façon de pouvoir produire ces publicités pour aller vite dans la production et donc générer facilement 8-10 vidéos, voire beaucoup plus, selon comment vous utilisez ce système. Donc, en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'au moment où vous allez vous prévoir du temps pour aller tourner votre vidéo. À l'avance, vous allez réfléchir à justement vos différentes accroches. Et ça, justement, c'est vrai que la vidéo pourra être top pour ça. Donc, vous vous posez, vous réfléchissez à ça. Vous allez déterminer 5-6 accroches, voire plus. Et vous allez ensuite les associer à vraiment un contenu, un cœur de vidéo. C'est ce que j'appelle vraiment le cœur de la vidéo, où là, après l'accroche, vous allez créer vraiment un contenu qui va servir à rassurer, à apporter de la valeur, à dire
forcément ce que vous proposez, vous mettre en avant et prouver aussi que vous êtes la bonne personne pour résoudre le problème de votre prospect. Ça, vous pouvez faire plusieurs variations aussi, mais comme on l'a vu, le plus important, c'est de faire ces plusieurs accroches, un ou deux contenus vidéo, un ou plusieurs appels à l'action, même si l'appel à l'action, c'est un peu moins important parce que ça arrive à la fin, forcément. Et le but, c'est que, par exemple, sur une prise, vous allez dire toutes vos accroches les unes à la suite des autres. Ensuite, vous allez passer du coup au contenu de votre vidéo. Pareil, vous pouvez faire plusieurs prises, une pour chaque. Et à la fin, bien sûr, votre appel à l'action. Et ensuite, c'est au montage où vous allez du coup mettre l'accroche 1 avec le contenu 1 et l'appel à l'action, l'accroche 1 avec le contenu 2 et l'appel à l'action. Donc ça, c'est vous ou votre monteur qui fait ça si jamais vous déléguez le montage. Mais du coup, pour un temps de production qui est pas beaucoup plus grand, vous allez derrière générer une dizaine de vidéos, voire plus, si jamais vous voulez vraiment faire encore plus d'accroches, encore plus de contenu, et varier comme ça, mixer les différentes parties de la vidéo les unes à la suite des autres. Le plus important, bien sûr, c'est de faire des accroches qui peuvent ensuite convenir à chaque contenu, en fait. Voilà, parce que si vous faites une accroche et que le montage, vous mettez le contenu après et que ça n'a rien à voir, ça ne fonctionnera pas. Mais le but, c'est aussi de réfléchir à ça, de prendre vraiment la création de vos pubs de manière globale et de justement de faire ça de manière beaucoup plus productive. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est ce que j'ai dit, donc vous faites une prise pour toute l'accroche, une prise pour tous les contenus, une prise pour tous les appels à l'action. Donc ça ne demande pas beaucoup plus de temps, mais derrière, vous avez 10 créas au lieu d'une. Et on l'a vu, hein, même si parfois vous avez l'impression que c'est quasiment la même chose, on l'a vu avec l'exemple de Nathalie, on peut parfois avoir des différences qui vont au-delà de ce qu'on a vu, là, les plus 40%, on peut être à x2, x3, juste parce qu'on a une petite variation au niveau de l'accroche ou du contenu de la vidéo. Voilà, donc ça, c'est vraiment la méthode, je pense, qui est la mieux, même quand on démarre. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, forcément, de préparation, mais une fois que ça s'est fait, je veux dire, si vous pouvez avoir comme ça une dizaine de vidéos au lieu d'une à la fin, ça vaut vraiment le coup de le faire et de se poser et de réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir articuler tout ça. Ouais, et si tu me permets juste de rebondir une minute sur le sujet, parce que je sais que quand on a préparé en fait la campagne publicitaire pour le webinaire de lancement du 25 juin, où certains d'entre vous ont rejoint le programme suite au webinaire du 25 juin, donc vous avez peut-être même vu les publicités qui ont été sur YouTube peut-être. Et du coup, quand on a fait la session de réflexion stratégique avec Benjamin, c'est là où il me dit, voilà, ce qui serait bien, c'est de tourner effectivement 3 accroches, 3 contenus, enfin exactement ce qu'il est en train de vous dire. Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple à produire en fait. Et même si je suis plutôt à l'aise à produire des vidéos, finalement, le fait de ne pas avoir de pression de créer la vidéo de A à Z, mais de la créer par bout, en fait, par chunk, par morceau, eh bien, ça rend les choses encore plus faciles. Et du coup, si je peux peut-être juste te donner une petite astuce par rapport à la prise de contenu, pour faire en sorte, comme tu disais Benjamin, il faut faire en sorte évidemment que l'accroche soit cohérente par rapport au contenu et que la transition également soit à peu près cohérente, en fait. Moi, je me suis rendu compte qu'une façon assez simple de faire une transition qui peut du coup être valable à plein d'accroches, c'est simplement de dire bonjour, ici David Veninck. Voilà, et ensuite le faire. Parce que quelle que soit l'accroche que je fais, je peux enchaîner par bonjour, ici David Veninck, et boum, ensuite j'enchaîne le contenu en fait. Ouais, c'est bien aussi. Voilà. Donc, quelle que soit l'accroche, s'il y a bien une chose que j'ai appris en aidant machin, c'est ça. Bonjour, ici David Veninck, ou que je dise mais j'en ai marre, voilà une des questions qu'on me pose souvent quand on a bonjour ici. Et bref, cette technique-là, moi, ça m'a aidé à ne pas trop me prendre la tête. Non, c'est vrai, c'est bien. Alors parfois, c'est vrai que ça peut, comment dire, ça peut mettre une petite rupture, mais c'est vrai que si c'est la méthode pour vraiment en faire beaucoup plus, clairement, oui. Enfin, ça, c'est une super idée. Je le mettrai pour la prochaine. Je le mettrai dans les vidéos. Voilà, donc ça c'est la base, ça c'est le cœur vraiment de votre production de vidéo, il faut l'avoir en tête et c'est vraiment ce qui permet derrière de vous d'avoir plus de créa à tester et donc potentiellement de meilleurs résultats plus vite. Ensuite, donc vraiment pour le cœur de la vidéo, vraiment la clé pour convertir, parce qu'il faut toujours l'avoir en tête, c'est que même si vous avez une chaîne qui a 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, il y aura toujours des gens qui ne vous connaîtront pas. Le but de la pub, c'est vraiment d'aller chercher ces gens-là, d'aller aussi vous positionner et vous rendre visible sur du trafic froid.
hein, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous. Et ça, le problème, c'est que les gens ont tendance à prendre des raccourcis. Ils se disent, bah ouais, moi j'ai ma petite notoriété, je suis connu, j'ai ma chaîne, etc. Donc, ou parce que je propose un produit gratuit, où il faut juste mettre son email, bah, je ne vais pas faire d'effort. Je vais pas me montrer, enfin, je ne vais pas prouver que je suis un des leaders dans mathématiques. Donc ça, c'est la réponse à la question pourquoi moi. Pourquoi me faire confiance à moi et pas à quelqu'un d'autre? Ça, il faut toujours avoir en tête parce que bah, même si vous pensez que c'est naturel pour la plupart des gens, bah, en fait, pas du tout. Et il y a quand même plus de gens qui ne vous connaissent pas que des gens qui vous connaissent. Ça, c'est toujours avoir en tête. Euh, et l'autre question auquel il faut répondre dans vos vidéos, c'est est-ce que ça fonctionne? Donc avec des témoignages clients, avec des notes, avec des chiffres, voilà, tout ce que vous pourrez mettre en avant pour déjà améliorer votre statut. Toi, c'est vrai qu'avec toi, David, on a mis des passages de vidéos où on voit intervenir devant des groupes d'élèves ou sur scène. Voilà, ça peut être juste des petites images comme ça, mais qui vont rassurer en fait les prospects, qui vont faire en sorte qu'ils vont plus facilement vous faire confiance et plus facilement passer à l'action que si, en fait, vous disiez juste dans vos vidéos, allez, viens t'inscrire à mon webinaire, c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous. Ça ne fonctionne pas. Ça, vraiment, ça ne fonctionne pas, parce qu'en plus de ça, on est sur un... Et puis, comme je l'ai dit en intro, alors selon votre thématique, ce sera plus ou moins vrai, mais quand on commence à être sur des thématiques qui sont assez exploitées, comme le coaching, je pense à l'immobilier, je pense à ces thématiques-là, on est sur des marchés qui commencent à être matures, assez sophistiqués. Donc, si on n'arrive pas à sortir du lot, ou si on n'a pas vraiment ces contenus-là, ces preuves qu'on peut apporter, comme quoi on est vraiment une figure, comme quoi on peut aider les gens et qu'on a des preuves surtout pour aller avec le discours, il faut les mettre. Il faut absolument les mettre. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai oublié, mais voilà, c'est vraiment à mettre ça dans le cœur de votre vidéo. Hein. C'est ce qu'on a vu avant, vraiment dans la partie du milieu, il faut penser à tout ça. Oui, et puis dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de produit gratuit. Ce que je veux dire par là, c'est que j'en parle parfois aussi à des prospects qui ont du mal à comprendre, mais même un email, ça a une valeur. Hein. Votre meilleur email, vous n'allez pas le laisser n'importe où, hein. Vous n'allez pas le laisser sur n'importe quel site, vous n'allez pas vous inscrire à tous les newsletters du monde parce que vous n'avez pas envie d'être spammé. Donc ça veut dire que vous associez quand même si ça n'a pas de valeur marchande à vos yeux, ça a quand même une valeur. Vous valorisez votre meilleur email. Donc si vous voulez que l'internaute mette son meilleur email et pas un email poubelle, il faut faire un effort de vente, il faut convaincre, il faut persuader, même pour une session de webinaire gratuite, même pour un e-book gratuit, parce que l'email, il a une valeur. Il a une valeur intangible. Je veux dire, jamais quelqu'un pourra vous dire, non, mon email vaut 20 €, mais je pense que c'est quand même, ça a une valeur assez forte, et donc c'est pour ça que il ne faut pas se dire parce que je vends un produit gratuit, parce que je vends une conférence gratuite, je n'ai pas d'effort de vente ou d'effort de persuasion à faire dans la pub ou sur ma page de vente. Parce que tout ce que je dis là, en fait, c'est encore plus vrai sur la page d'inscription, sur votre page d'atterrissage. Parce que comme je l'ai dit en intro, il faut aussi susciter un peu de curiosité, il ne faut pas non plus trop en dire sur ce que vous allez proposer ensuite. Ce qui est bien, c'est vraiment d'apporter de la preuve et du statut, un peu de curiosité pour faire en sorte que la personne clique. Et c'est aussi derrière, sur la page de destination, il faut reprendre tous ces éléments-là pour améliorer votre taux de conversion. Il y a quelques bonnes pratiques. Alors, si vous avez une chaîne YouTube, que vous avez déjà des abonnés, des vues, que vous avez des vidéos déjà qui tournent depuis un moment, vous pouvez tout à fait créer un compte Google Ads et commencer à remplir vos listes de remarketing, même si vous ne comptez pas faire de la pub tout de suite. Tout simplement parce que quand on crée une liste, par exemple, d'abonnés, hein, on va mettre tous ces abonnés dans une liste sur son compte Google Ads, on ne peut revenir que sur les 30 derniers jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une chaîne qui a, je ne sais pas, plusieurs années, et que vous commencez à créer une liste d'abonnés, vous n'allez avoir que les gens qui se sont abonnés à votre chaîne depuis maximum 30 jours. On ne peut pas revenir plus loin en arrière. Et donc, c'est super important, surtout si vous avez quand même pas mal d'engagement sur votre chaîne et que vous ne voulez pas vous lancer tout de suite, encore une fois, de créer déjà votre compte Google Ads, vos listes de remarketing qui vont gentiment se remplir au fur et à mesure du temps. Donc, les listes de vues de vidéos, les listes de likes, les listes d'abonnés. Comme ça, si un jour vous voulez vous lancer sur la pub, eh bien, vous aurez déjà des listes de remarketing qui, encore une fois, sont les meilleures listes, en fait, parce que ce sont les plus qualifiés. Forcément, ce sont des gens qui vous connaissent déjà.
eh ben, elles seront pleines. Enfin, elles seront pleines. Elles auront le temps de se remplir. Donc ça, c'est super important aussi à garder en tête. Les fonds sonores aussi, ça peut aider aussi dans la conversion et dans la performance de vos pubs. Là, j'ai mis un lien qui est plutôt sympa parce qu'il va vous permettre de faire des recherches par rapport à l'atmosphère, non, par rapport à l'émotion que vous voulez développer dans votre vidéo. Par exemple, si vous avez une vidéo, vous voulez mettre un son assez entraînant, vraiment un peu punchy, vous pouvez faire des recherches par rapport à ça. Donc ça peut être cool aussi à tester. En plus, ça ne coûte pas très cher. Montrer à l'internaute ce qu'il va trouver sur la page de destination. Donc les call to action, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais c'est super important et c'est prouvé, même si pour vous c'est naturel que l'internaute va devoir cliquer sur un lien, il faut le dire. Il faut dire à l'internaute, clique sur le lien sous la vidéo pour accéder à mon contenu. Ce qu'on peut faire, on peut même encore aller plus loin. Et là, j'ai pris du coup ton exemple, David, parce que toi, tu l'as fait très bien, justement, pour ton webinaire du 20. Du 25 juin, ouais. À laquelle je vais vous le révéler. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur la page d'inscription que vous voyez à l'écran et en entrant votre prénom, votre email, puis en cliquant sur le bouton « Je réserve ma place », vous serez inscrit gratuitement à cet événement exceptionnel qui aura lieu le jeudi 25 juin à 11h, heure de Paris. J'ai hâte de vous retrouver en live pour partager avec vous. Voilà, donc là, tu vois, toi, tu l'as fait très bien. Tu as carrément, tu prends la main de l'internaute, en gros, et tu lui dis, tu vas cliquer sur mon lien, tu vas arriver ici, tu mets ton nom, ton prénom, tu mets ton nom et prénom, tu cliques sur valider et tu seras inscrit. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est facile à faire, ensuite s'enregistrer, et puis ça peut aider aussi à la conversion. Et il y a un autre avantage aussi, c'est que du coup, comme le fait de passer sur 100%, pas face caméra, mais 100% ordinateur, si demain on doit réutiliser la vidéo pour un nouveau webinaire en live, il suffit que je retourne uniquement cette partie-là ou d'appel à l'action, où je montre en fait la nouvelle page d'inscription et ça va me prendre 3 minutes à enregistrer ce morceau de vidéo et à le remplacer dans l'ancienne. Donc c'est aussi volontaire qu'on ne me voit plus à l'écran, on ne voit que la page parce que comme ça facilite l'évolution de la vidéo et ça facilite le montage des prochaines. J'enlève l'ancienne version, je remets la nouvelle et l'interlocuteur, il voit pas du tout en fait la différence. Et ça me prend peu de temps en montage. Ouais, ça c'est top aussi. La dernière chose, alors là, on ne se rend pas bien compte, mais j'avais vu ça sur une étude de cas d'une agence qui fait beaucoup de YouTube Ads en Angleterre. Et donc, ils avaient sorti ça, donc ils avaient dit en gros, et je ne sais pas si on le voit bien, mais sur l'écran de gauche, on est en fait là, il y a le petit icône là, Get Ready to Click. Donc là, c'est un cercle en fait avec la ligne bleue autour qui devient de plus en plus petite en fait, c'est une espèce de timer qui se vide. Donc ça, on est vraiment vers la fin de la vidéo avec vraiment un gros call to la proposition de valeur en dessous, là, le free workshop. Donc il prend pas mal de place. Et ensuite, là sur l'écran d'après, en fait, une fois que le cercle qui était bleu là s'est vidé, on arrive sur l'écran de fin avec un gros call to action, une flèche qui montre l'endroit où il faut cliquer et un autre compteur qui là part de 5 et pareil, il va se vider jusqu'à 0. Ils ont mis ça en place sur cette vidéo. Le taux de clic, donc là le CTR qu'on voit à l'écran, c'est vraiment le taux de clic sur la vidéo. Donc sur 100 personnes qui vont voir votre vidéo, combien vont cliquer dessus? Ça, c'est le taux de clic. Sur cette vidéo-là, juste en rajoutant cette animation, le taux de clic a augmenté. Alors là, je ne l'ai pas parce que moi, j'ai là. Ah oui, voilà, je vais faire ça pour plus voir les gens à l'écran. Voilà, donc là, on est à 48%. Donc là, c'est énorme. Et qui dit le CTR augmente de 48%, dit que du coup, le coût par clic, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, plus l'annonce va être cliquée, plus le coût par clic va diminuer. Et donc, moins on va payer cher son clic, et donc c'est lead. Voilà, donc ça peut être, ça c'est des bonnes pratiques. Pareil, alors si vous montez vos vidéos, ça peut être un peu compliqué à mettre en place. Mais sur une bonne vidéo, moi c'est vrai que je recommande de déjà lancer ces vidéos, voir vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si on a vraiment un ou deux winners, vraiment des vidéos qui sortent du lot, qui ont vraiment de bonnes performances, ça peut valoir le coup de prendre juste un monteur, si vraiment vous voulez faire ça vous-même, mais un monteur, ça, ce genre d'animation, c'est hyper simple, c'est pas très cher, et si ça peut permettre derrière
d'augmenter comme ça le CTR de manière aussi significative, ça vaut absolument le coup de le faire. Yes, c'est une très bonne idée. Je sais que tu me l'avais déjà dit ce conseil en plus et je ne l'avais toujours pas implémenté. Et c'est à chaque fois que je le revois, je me dis mais c'est trop bien, il faut absolument qu'on le fasse. Et je l'ai toujours pas fait. Mais du coup, effectivement, je pense que comme, même sur 5 € .com ou n'importe quoi, n'importe qui peut faire un truc personnalisé en fait, vraiment pour pas cher. Ça doit aller vite. Quelqu'un qui sait faire, ça va lui prendre 10 minutes à faire un truc pareil. Et je regarderai. Je sais que j'ai des packs d'animation. J'avais acheté des trucs sur YouTube de TuberTool, je regarderai si j'en ai ou pas. Au pire, je vous les mettrai à disposition. Mais sinon, quelque chose de vraiment personnalisé à vos couleurs et tout, je pense que sur 5 € .com, ça se trouve facilement. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, celle-là, elle est particulièrement bien faite. Mais bon, parce que moi, je l'avais vu du coup en vrai. Parce que c'est vrai, il y a le petit, là, le Get Ready to Click que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est dire, vas-y, tu vas bientôt pouvoir passer à l'action. Voilà, et puis, ouais, ça entraîne un peu de rareté aussi. C'est vraiment cool. Quelques outils. Alors, ouais, je sais qu'il y en a aussi dont l'objection, ça va être, j'ai pas envie de montrer ma tête, soit je passe pas bien en vidéo, je ne me sens pas. Alors, il y a des outils, il y a de plus en plus de sites qui existent. Moi, j'ai beaucoup utilisé Biteable à un moment donné. En fait, c'est des outils qui sont très simples à utiliser où c'est des successions de slides en fait, qui vont créer des animations. Donc, il y a même certains de ces outils qui vous donnent accès gratuitement aux banques de vidéos de Shutterstock qui sont assez remplies. Donc, on tape un mot-clé, on a une séquence de vidéos sur laquelle on peut mettre un message, etc. On peut les enchaîner, mettre une musique de fond et puis uploader ça derrière assez facilement sur YouTube. Ce pas des outils qui sont très chers. Il y a promo.com qui a bien réglé ces dernières années aussi. Bon, je ne vais pas aller dessus, hein, je vous laisserai y aller. Et donc, ça peut permettre, si on n'a pas forcément envie de faire des vidéos avec votre smartphone, il y a d'autres possibilités. Il faut le savoir, donc il ne faut pas s'arrêter là-dessus. 5 € .com aussi, ça peut être pas mal, vraiment pour si vous voulez faire aussi, il y a des annonces qui peuvent bien marcher en motion design. Motion design, on va voir quelqu'un comme ça écrire ou faire des dessins qui vont s'animer avec un message en fond. Ça, il y a des gens sur 5 € .com qui peuvent vous les faire. Il y a aussi des voix off. Moi, j'ai aussi, avec des clients, on a testé des voix off plutôt que la voix du client quand c'est des animations, quand c'est du motion design ou quand c'est des animations où on ne vous voit pas à l'écran, ça peut aussi très bien marcher. On n'a pas forcément vraiment parler face caméra pour faire des annonces qui fonctionnent. Il y a d'autres formats, donc le motion design, ça peut bien marcher, comme je l'ai dit. Et sur le motion design, vous pouvez soit vous enregistrer, il y a même aussi des voix off en mode un peu jingle, enfin des gens qui ont l'habitude, qui peuvent vous faire ça. Et ça peut se tester. J'ai vu aussi des résultats parfois entre la voix du client et voix off. Ça fait partie des choses aussi qu'on peut tester avec le temps. Alors ensuite, dernière chose, je voulais parler moi, de la segmentation des campagnes. Donc là, on revient à quelque chose d'un peu plus technique, qui est vraiment moi, la manière dont j'essaie de structurer mes campagnes. Et vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. De toute façon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur Facebook ou sur Google, à partir du moment où on comprend un peu la mécanique, les campagnes s'organisent plus ou moins de la même manière. Ça veut dire que sur Facebook, vous avez des campagnes, vous avez des ensembles, je crois, publicitaires, ça s'appelle comme ça, et vous avez vos pubs. Donc, vous avez 3 niveaux, en fait, enfin, non, même 2 niveaux. Sur Google, c'est pareil, vous avez les campagnes, les groupes d'annonces et les annonces. Donc, au niveau de la campagne, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je fais une campagne par ciblage. Par exemple, je fais une campagne qui va cibler uniquement des mots-clés. Une campagne qui va uniquement aller utiliser le ciblage par audience d'affinité, etc., etc. Une campagne uniquement pour du remarketing. C'est au niveau campagne qu'on va définir aussi le budget, qu'on va définir une zone géographique et qu'on va déterminer aussi quelle stratégie d'enchère on va utiliser. Je ne vais pas parler des stratégies d'enchère volontairement parce que là, c'est un peu plus technique. Là, le but, c'était déjà aussi d'introduire un petit peu à la pub sur YouTube. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais bon, il faut les connaître quand même un minimum pour se lancer, mais ce n'est pas le plus important. C'est pour ça que je ne vais pas les présenter aujourd'hui. Mais le but, c'est de vraiment créer déjà plusieurs campagnes au début pour voir quels sont les ciblages qui fonctionnent, les types de ciblage qui fonctionnent. Et ensuite, on peut commencer à mettre un peu plus de budget parce qu'on a bien segmenté à la base ces différentes campagnes avec un ciblage à chaque fois différent. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je segmente ensuite les groupes d'annonces. Donc, sur Facebook, ça correspond aux ensembles de publicités.
Sur Facebook, c'est moins vrai parce que quasiment, je ne sais pas quelle est la proportion de trafic mobile, mais je pense que sur Facebook, enfin, quoi que sur YouTube, c'est assez énorme aussi, mais il y a quand même un petit peu de trafic PC. Donc, quand on a des produits qui sont un peu compliqués à vendre, généralement, on a des bonnes performances sur PC, enfin des meilleures performances sur PC que sur mobile. Donc, ça peut être intéressant de les segmenter. Moi, généralement, je les segmente. Au niveau du coût d'annonce, on peut faire ça. Donc, ça veut dire qu'on a le même ciblage, mais derrière, on aura tous les gens qui sont sur mobile qui seront dans le groupe d'annonces mobile, et tous les gens qui seront sur PC, on aura leur performance à part, et on peut ensuite ajuster au niveau des enchères sur chaque appareil. Et ensuite, dans chaque groupe d'annonces, on a 6 clips publicitaires. Moi, j'en ai mis 3, mais le but, c'est d'en avoir, encore une fois, le plus possible, en tester le plus possible et désactiver au fur et à mesure du temps les clips qui fonctionnent le moins bien et itérer sur ceux qui fonctionnent. Donc, dès qu'on a trouvé un clip qui fonctionne bien, avec une approche qui marche bien, on peut du coup se dire, tiens, c'est ça qui entre en résonance avec le prospect, c'est ça qui fonctionne bien, donc je vais créer d'autres annonces vraiment sur la même thématique, sur le même thème. Voilà, on est arrivé à la fin. Donc j'espère que c'était clair pour vous. On n'est pas rentré dans tous les détails, mais encore une fois, le but, c'était pas non plus de vous apprendre à faire des campagnes. Le but, c'est déjà de vous montrer que c'est pas si compliqué, qu'il y a vraiment des grosses opportunités et que c'est un peu comme Facebook. De toute façon, Google, c'est vrai que beaucoup de gens me disent que Google, c'est très compliqué à prendre en main. Alors certes, c'est vrai qu'on l'a vu, il y a tous les leviers, il y a le search, il y a le display, il y a la vidéo. Mais c'est un peu comme tout, une fois qu'on y passe un peu de temps, ça rentre et puis on est de plus en plus à l'aise, un peu comme sur Facebook. Je pense que vous ne vous rappelez pas comment vous étiez la première fois que vous vous êtes retrouvé sur Business Manager ou sur le gestionnaire de campagne, mais sur Google, c'est exactement pareil, quoi. Il faut prendre le temps d'apprendre la plateforme et puis prendre ses marques, mais ça vient quand même relativement vite. Yes, carrément. Merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces super infos.